Salut et bonjour ami motard. Il y a quelques semaines, j'ai discuté avec mon ami Miljak de ce voyage que je prépare, pour aller à l'île de Man au mois de mai. Et il m'a dit qu'il y avait pas mal de personnes qui aimeraient avoir plus d'infos sur ce voyage et de la façon de l'organiser. Donc je me suis posé à moi-même les questions que je pense que tout le monde se pose s'il envisage un voyage pareil. Et je vais essayer d'y apporter des réponses. Personnellement, je voyage toujours seul. Mais je ne te juge pas si tu préfères voyager en groupe. Je préfère simplement être seul responsable de mes erreurs, de mes retards et de mes pauses pipi. Et puis j'ai l'impression que voyager en groupe empêche de faire des rencontres en dehors de la meute. La première question que tu peux te poser, c'est la communication. La maîtrise d'au moins des rudiments de la langue de Shakespeare est un avantage clair et net. Je pense que tu le savais déjà. Si tu es une burne en anglais, je te conseille de plutôt voyager seul parce que ça t'oblige à te démerder et à faire des rencontres. Et c'est ça qui crée les souvenirs. Si tu voyages avec d'autres burnes, donc des sous-doués en anglais, vous allez vous paralyser réciproquement et toujours vous regarder dans le blanc des yeux plutôt que de parler aux autres à qui vous voulez parler. Maintenant, ça change si dans le groupe il y a quelqu'un qui se débrouille. Mais n'oublie pas que dans ce cas-là, tout le monde va s'appuyer sur lui et il ne peut pas te torcher le cul 24 heures sur 24. Et si jamais tu ne comprends rien à ce qu'on te dit, tu fais ton plus beau sourire idiot, hein, comme ça, et tu hausses les épaules. Ça aide parfois. Les formalités administratives. Si tu voyages en Angleterre, ta carte d'identité ne sert pas. Ton passeport, lui, il sert. Après, pour l'assurance maladie, moi je prends la carte européenne et ma carte de sécurité sociale. Je ne sais pas si ça sert ou si ça sert pas, j'en ai pas eu besoin, mais dans le doute, je le prends. Parmi les amis sidecaristes, il y en a qui voyagent avec des animaux, des chiens, des chats, d'autres animaux de compagnie encore. Ça, c'était déjà compliqué avant le Brexit et ce n'est toujours pas possible, ça ne s'est pas arrangé. Donc, tu oublies, pas d'animaux. Tu le sais déjà, les Anglais sont pas comme nous, donc ils n'ont pas l'euro, mais ils ont la livre sterling. Voilà. Mais le problème, c'est que depuis le Brexit, les paiements, les échanges avec le Royaume-Uni sont devenus plus compliqués. Donc si tu payes avec ta carte, par exemple, ta banque va te facturer un forfait pour chaque paiement, plus un pourcentage du montant que tu auras dépensé. Ça coûte assez cher à la fin. Je m'en suis rendu compte en faisant les premières réservations et j'en ai parlé à ma conseillère bancaire. Elle m'a conseillé qu'à la descente du ferry, j'aille dans un bureau de change, que j'échange une grande somme d'euros en livres et que je me débrouille avec de l'argent liquide. Nouvelle question, les ferries. Le ferry le plus couru, le plus connu et le plus fréquenté, c'est la liaison Calais-Douvres. Il y a beaucoup de départs, donc on a le choix. Il y a plusieurs compagnies aussi. Et en comparant les prix, des fois, on peut faire des économies. Après, il y en a plein d'autres sur toute la côte de la Manche. Cette année, je vais faire Dieppe, New Haven. C'est plus long, ça dure à peu près 4 heures. Mais j'avais envie de changer. Et au niveau tarif, ça faisait pas une grosse différence. Le deuxième ferry, et celui-là, tu peux pas le contourner, c'est la liaison entre l'île de Man et le reste du monde. Il y a 3 possibilités de le prendre. C'est au départ de Liverpool, en Angleterre, au départ de Heysham, qui est un peu plus au nord, en Écosse, et au départ de Belfast, en Irlande du Nord. Mais quoi que tu prennes comme liaison, hors saison, c'est très abordable. Tu t'en sors avec 100 euros, voire moins, à certaines périodes de l'année. Mais autour des grands événements, ça grimpe à 400 euros. Donc ils vont vraiment pas du dos de la cuillère. Et le seul choix que tu as,
C'est de dire oui j'y vais ou non j'y vais pas, c'est trop cher. À toi de voir. Autre question circulée au Royaume-Uni. Ben, tu le sais déjà, et je sais que tu le sais, on roule à gauche. Mais par expérience, je le répète quand même, parce que moi, la dernière fois, même après 15 jours sur place, et sans jamais avoir fait d'erreur, il m'est arrivé de tout d'un coup de rouler du mauvais côté. Donc on n'est jamais assez prudent, il faut être vigilant en permanence. Les ronds-points tournent évidemment dans l'autre sens, dans le sens des aiguilles de la montre. Euh, Autre chose, il n'y a pas de priorité à droite. La priorité, si elle existe, elle est à gauche. La signalisation pour trouver ton chemin, mais en dehors des grands axes, c'est souvent caché, c'est minimaliste. Donc, soit tu roules très doucement et tu es très vigilant, soit tu roules au GPS, soit tu as vraiment un roadbook et la facilité de suivre ton roadbook à la lettre. Et le roadbook, évidemment, il est béton. Il te guide à chaque intersection, à chaque carrefour. Sinon, évite les petites routes. Les indications de distance sont en miles. Un mile égale à peu près 1,6 km. Donc, comme par exemple, on te dit c'est limité à 30 miles, ça veut dire c'est limité à 50 km/h, à quelque chose près. Si c'est 20 miles, c'est 30 à l'heure. Et si on t'indique que ouais, Birmingham c'est à 60, c'est 60 miles, donc à peu près 100 km. Il te reste encore, selon ta moto évidemment et ta façon de conduire, il te reste plus d'une heure. Un problème, un handicap pour moi, ça a été la présence des haies au bord des routes, surtout des routes secondaires, tertiaires, etc. Ces haies font 2, 3, 4, 5 mètres de haut, des fois se rejoignent au-dessus de la chaussée. Tu as l'impression de rouler dans un tunnel. Et pour moi, le problème, c'est que tu ne trouves plus les points cardinaux. Tu ne sais pas si tu roules vers l'est ou vers l'ouest, vers le nord ou vers le sud, parce que surtout quand le ciel est bas, il n'y a pas de point de repère. Tu n'as pas l'horizon non plus, puisqu'il est toujours occupé par les haies. Tu n'as qu'à regarder la route que je prends là. Maintenant, tu imagines comment je me sers déjà en moto et tu fais ça en side. À éviter. À propos du side, le side, évidemment, chez nous, il est attaché à droite. Mais à droite, le passager, quand il croise un semi-remorque, c'est lui qui a l'impression de se le prendre en pleine figure. Donc, il en a pour les émotions. Maintenant, les Anglais, eux, ils ont le side souvent à gauche et ils ont le même problème quand ils viennent sur le continent. En Angleterre, les différents réseaux routiers ont des lettres pour les distinguer. Les M, c'est les motorways, c'est-à-dire ce sont les autoroutes qui sont des fois à péage. Il y a les A. Ah, j'ai oublié, la limitation de vitesse sur les autoroutes, c'est 110 à l'heure, à peu près, ou 115 à l'heure, 70 miles. Après, il y a le réseau A, ce sont nos routes nationales. C'est souvent des 4 voies aussi, mais avec la particularité d'être entrecoupé par moment de ronds-points ou de feux tricolores. Donc tu roules à 80, 90 et tout d'un coup il y a un feu, tu sais pas pourquoi, mais il faut être vigilant. Et après il y a les réseaux plus petits, les B, C et D, qui correspondent à nos départementales ou communales. Et là, comme je t'avais déjà dit plus haut, la signalisation est souvent très rudimentaire. La navigation même en France, et depuis ma dernière expérience aussi en Angleterre, je passe beaucoup de temps à établir un roadbook que je prends sur papier. Je l'enregistre aussi sur le téléphone pour éventuellement me servir du GPS, mais je compte surtout sur le papier. J'ai trouvé un système qui me va bien, donc je te montre ce que je fais. Dans la colonne de gauche, je marque toujours l'endroit où je suis. Ensuite, je mets à côté une indication de la direction à suivre, à droite, tout droit, à gauche, ou la sortie du rond-point. Et ensuite, je prends le numéro de la route
Ça peut être la N101, la D344, etc. Et à côté de ça, encore la ville que je vois indiquée sur le panneau. Je m'aide beaucoup de Google Street View aussi, parce que ça me montre à certaines intersections quel est le panneau le plus visible pour moi à suivre pour partir du bon côté, sans avoir à faire le tour du rond-point 5 fois. Par contre, si tu veux t'appuyer sur le descriptif détaillé écrit de Google Maps, tu peux oublier, ça sert vraiment à rien. On parle souvent de l'alimentation en Angleterre, la nourriture. Moi, c'est certes pas fameux, mais moi, ça m'a jamais posé de problème. Pour ma petite expérience, j'ai toujours aimé ce que j'ai mangé. C'est gras, c'est bourratif et bon, ça fait plaisir au ventre. C'est certainement pas l'affaire de tout le monde. D'ailleurs, moi, j'en ai pas mangé tout le temps. Si tu regardes mes vidéos, j'ai jamais pris ça au petit déjeuner, comme mon ami Tony. Et je me suis souvent fait à manger moi-même en cuisinant des légumes. Et bien entendu, à commencer par faire revenir des oignons. Les hébergements, je ne peux pas te dire grand-chose parce que moi, quand je voyage en moto, que ce soit installé ou que ce soit en itinérance, je suis toujours en camping, des fois en camping sauvage, exceptionnellement. Quand je suis en itinérance, j'utilise un tarp, donc tu imagines une toile de tente rectangulaire, tendue comme ça te convient, dessous une bâche pour éviter l'humidité qui vient du sol, un tapis en mousse et un petit matelas gonflable par-dessus avec le duvet. Moi j'ai un petit matelas Décathlon que je gonfle en 5-6 respirations. Ça va très bien et quand c'est rangé, ça prend quasiment pas de place. Le tarp, je suis d'accord avec toi, c'est aéré, c'est spartiate, mais en principe il y a suffisamment d'espace pour ranger, pour mettre à l'abri tout ce qu'il faut. Quand je reste sur place pendant plusieurs jours, évidemment, je monte la tente et j'utilise le tarp comme extension de la tente pour avoir un avant-toit et ne pas prendre la flotte. Venons à l'objectif même, le Tourist Trophy et l'île de Man. Tu peux assister au Tourist Trophy en tant que spectateur et c'est très bien. Tu seras un parmi des dizaines de milliers et tu seras content. Tu auras des émotions, tu seras avec beaucoup de monde et c'est chouette. Attention juste à bien respecter les zones interdites. Il y a des endroits qui sont vraiment très dangereux. Et de suivre les instructions des commissaires de piste, des policiers, etc. Et il faut aussi respecter les interdictions de circuler dans certains secteurs. C'est indispensable pour la sécurité. Tu peux également t'engager en tant que commissaire de piste. Ce sont les marshals. Là, tu seras 1 sur 500 et quelques par séance. Le circuit fait 60 km et il faut entre 5 et 600 marshals pour assurer chaque séance, que ce soit une séance de practice, donc d'entraînement, free practice comme on dit en moto Grand Prix, que ce soit une séance de qualif ou que ce soit une séance de course. Mais attention, si tu fais marshal, ce ne sont pas des vacances. Avant de t'engager, pense qu'il faut être sur place à peu près 1 heure avant le début de la séance. Il faut rester sur place jusqu'à 1 heure après la séance, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Tu n'es pas nourri, donc il faut emporter ton pique-nique. Selon le poste où tu te trouves, les équipes s'organisent en commun pour s'alimenter, pour pique-niquer, etc. Ou bien il y a d'autres postes où c'est chacun pour soi. Ça dépend. Il est absolument interdit de consommer de l'alcool sur place. Et puis, il faut être habillé en conséquence. C'est-à-dire, tu viens pas en temps, mais tu mets des chaussures. De 1. Tu portes tes pantalons, qu'il fasse chaud ou pas, tu portes tes pantalons qui couvrent bien, des jeans, des pantalons de moto. Deuxième truc. Évidemment, tu vas avoir un t-shirt ou quelque chose pour qu'on ne voit pas trop ton bide. Troisième chose.
Absolument indispensable le gilet orange, haute visibilité, des gants de travail ou des gants de moto, au cas où il faudrait déblayer des débris de moto. Important aussi, c'est le 5e truc. 6e, j'ai que 5 doigts sur cette main-là, c'est bizarre. Hein. Avec l'autre main, je tiens mon papier pour ne rien oublier. Donc 6e, casquette ou chapeau. Casquette, chapeau, c'est comme tu veux. Parce que des fois il fait soleil et ça cogne fort. La crème solaire, le produit anti-moustique, selon l'endroit où tu te trouves et la météo qu'il fait. Des fois il y a beaucoup de moustiques, tu te fais bouffer. Et des fois aussi il pleut, donc la combi pluie de la moto ou un poncho peut être utile. Je te renvoie à mes vidéos de 2018, tu verras que des fois il pleut et il pleut très fort. Et je crois que c'est à peu près tout pour l'équipement. Un peu important encore, la météo sur place. Tu as peut-être entendu la boutade à propos de la météo irlandaise. Si vous n'êtes pas content de la météo, attendez donc un quart d'heure. C'est pas entièrement vrai, mais il y a quand même beaucoup de vrai dedans et c'est valable, pas uniquement pour l'Irlande, mais aussi pour l'île de Man. Et en tant que motard et voyageur expérimenté, tu sais déjà qu'il faut être prêt à tout, mais il faut être encore plus prêt ici, parce que même s'il fait soleil, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pleuvoir. Et si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à regarder la playlist de 2018, tu verras. Tu verras. Je t'aurais prévenu. Hein? Je t'aurais prévenu. Et si tu as d'autres questions, pose-moi-les. Je vais essayer d'y répondre. Pas sûr que j'ai une réponse, mais je vais essayer. Ou je peux au moins te donner un avis. Allez, ciao et à bientôt.